The Interview. Alors du coup, je te représente Julien, donc tu t'appelles Julien Lolio, pardon. C'est ça. J'allais écorcher le nom, je me suis rattrapé de justesse. Pas grave, pas grave. Donc tu es dans un groupe qui se nomme les Movies Men et qui existe depuis 22 ans. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, c'est à ce moment-là que je tais ton âge, putain, décidément. Le nom, l'âge, voilà. Tu n'existes plus. Que je tais ton âge et que j'invite le chat du coup à deviner ton âge. Donc ils ont une indication, tu fais de la vidéo depuis approximativement 22 ans. Donc ce qui signifie que ton âge est au-dessus parce que si tu es plus jeune que l'âge C'est bizarre. des Ouais, Movies Men, après, ah ouais, non, c'est bizarre. très bizarre, il y a des questions à se Non. poser. T'as une technique pour remonter le temps et à ce moment-là, il faudra que tu nous la partages. Tu es originaire de Dijon. C'est ça. Et tu as fait une école de commerce. Et donc, du coup, originaire de Dijon, mais est-ce que tu habites Dijon actuellement ou est-ce que tu as changé de département? Je suis juste à côté de Dijon, en fait. Voilà, Ouais. j'habite à côté de Dijon. J'ai eu une période où je suis allé vivre dans le nord de la France, voilà, Mhm. pendant presque une dizaine d'années, tout en continuant de faire des productions sur Dijon. Hein. Ça m'a pas empêché, la distance n'a pas empêché au groupe de continuer. Et je suis revenu pour des raisons professionnelles en Bourgogne. Voilà, Voilà, de retour chez soi, comme on c'est dit. ça. C'est ça. Tac. Et donc, du coup, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à ton portrait? Bah, c'est pas grand-chose. J'ai une activité professionnelle qui n'a rien à voir avec le cinéma, rien du tout. Ça reste une passion. Alors une passion qui prend du temps, qui prend de l'énergie, qui prend beaucoup de choses, voilà. Mais qui, en parallèle de mon travail, voilà, me convient en tout cas très bien et convient également à toutes les personnes qui participent au Movies Men et qui ne viennent pas du tout du milieu cinématographique. Hein. Tout le monde est bénévole amateur. Donc on a des chauffeurs routiers, on a des militaires de carrière, on a des magasiniers, on a des ingénieurs, on a un peu de tout. Voilà, c'est ça qui fait un petit peu aussi la richesse du groupe, c'est que finalement, déjà on se juge pas parce qu'on n'est pas des pros, hein, déjà pour commencer. Et puis en même temps, on essaye d'avoir toujours cette ambiance un peu collégiale, bon enfant, tout en faisant l'effort d'avoir un résultat de qualité à la fin. C'est quand même le but. Exactement, donc en résultat de qualité, on parlera beaucoup de Zero Quest Burgundia, donc la dernière réalisation des Movies Men. C'est ça. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que ça se prononce Movies Men avec, avec le Attention, Z. Voilà. on y tient beaucoup à notre petit S. Hein. Il y a Starting Melody qui nous a rejoint. Bonjour Maeva Bonjour. pour son vrai nom parce que je la connais. Ça fait plaisir. Du coup, Julien, est-ce que tu peux... d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on a raté pour la blague, mais Julien, tu es notre quatrième de notre suite, de notre série des J en Mhm. invité de Sofa Live. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous pitcher ton projet Zero Quest Burgundia, Ouais, bien sûr. histoire qu'on sache de quoi on parle avant que l'on regarde le teaser? Ça marche. Alors, Zero Quest Burgundia, pour la petite histoire, hein, c'est une série qu'on avait déjà créée il y a 10 ans en arrière. Sauf qu'il y a 10 ans en arrière, on était plus jeunes, on avait moins de moyens, on avait moins d'expérience, et donc on a fait ce qu'on a pu faire. Quoi. Voilà, on a fait quelque chose, ça c'est sûr, mais qui n'était, on va dire, au niveau de la qualité, on n'y était pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de costume médiéval, déjà ça calme. Et puis derrière, voilà, on n'avait pas de trame scénaristique spécifique. Et c'était quand même un projet qui nous a tenu à cœur. Et 10 ans après, on s'est dit, tiens, cette idée-là qu'on avait quand même bien appréciée, est-ce qu'on ne la referait pas, mais de façon beaucoup plus professionnelle, quoi. Voilà, donc en prenant le temps de trouver le budget pour monter le projet, de trouver les costumes, les acteurs et de trouver une bonne histoire surtout. Et voilà, donc c'est comme ça que le projet est né. On a tenu également à rajouter le sous-titre Burgundia, puisque on utilise des légendes, des mythes et légendes bourguignonnes pour alimenter en fait les quêtes de nos aventuriers. Il y a un petit côté, voilà, un peu pédagogique, rigolo, mise en avant du patrimoine bourguignon, et un côté fiction, humoristique. Voilà.
C'était le but de Zero Quest. Et donc, du Je coup, savais l'histoire. que j'avais déjà vu Zero Quest quelque part. Et oui, il y a voilà. très longtemps. Exactement, parce que Guillaume me disait Zero Quest, ça existe depuis hyper longtemps. Mais moi, je lui dis, mais non, la saison 1, elle vient de sortir. Ça fait 4 C'est mois ça. que c'est là, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ça existait il y a 10 ans. Et bon, on a Ouais, enlevé tout t'avais ce qui juste. était sur Internet Je qui suis traînait dans sur le groupe, sujet. Parce que... Ah oui, dans- les anciens épisodes ont été supprimés. Oui, oui, on les a enlevés. Voilà. On a C'est quand même remis pas- en ligne juste l'épisode pilote il y a un mois pour montrer un peu à quoi ressemblait la série à l'époque. Hein. Oui. Ça piquait un peu les yeux. Hein. Voilà, c'était pas la même technologie aussi, mais voilà. Après l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est un jeune alchimiste qui s'appelle Aucun, qui se lance en fait dans le milieu de l'aventure, sachant que pour les alchimistes, c'est pas forcément le domaine de prédilection. Il cherche désespérément une équipe à Burgundia pour l'accueillir et lors d'une rencontre quiproquo, il va se retrouver à la tête de sa propre équipe qui s'appelle donc Zero Quest et qui est une équipe, on va dire, d'aventuriers de sous-classe. Voilà, des aventuriers un Des petit peu sous-aventuriers. voilà, des aventuriers qui sont pas très efficaces, on va dire. Mais finalement, ce qui est intéressant à travers ce trio-là, puis voilà, ces 3 aventuriers, c'est que chacun dans sa maladresse et chacun dans son caractère va avoir une qualité qui fait que ça va faire avancer l'équipe. Dont Aucun, qui de son surnom Aucun sert à rien, finalement arrivera à mener cette petite équipe tant bien que mal. Voilà. D'accord, merci pour le pitch. Du coup, je te propose qu'on regarde le teaser, sauf si Guillaume, tu veux faire intervenir le chat. Non, bah après, là on a Loonelf qui vient d'arriver. Bonjour Loonelf. Bonjour. Salut. Et Equinox qui nous dit ouais, au final je sers à quelque chose. Non mais. Ah, bien Equinox. Mais il sert à être premier rôle, là, d'après ce que C'est ça, qu'on a c'est compris. l'alchimiste. Hein. Equinox, c'est l'alchimiste de Zero Quest, voilà. Yes. Allez, j'envoie le teaser, c'est parti. Voilà. J'ai une première question Oui. qui me taraude l'esprit. C'est le côté sérieux d'un coup là. Vas-y, je t'écoute. Dans le logo Zero Quest Burgundia, Oui, en fond, il y a un territoire qui est dessiné. c'est ça. C'est la C'est- Bourgogne en fait. Hein. J'en étais sûr. C'est la Bourgogne. Bon, nous, on a voulu faire un monde imaginaire, donc on a appelé ça les terres de Burgundia, voilà. Mais il y a une carte officielle qui nous a permis de savoir géographiquement où sont les aventuriers, où est-ce qu'ils vont, etc. Et donc, le fond en filigrane doré, c'est la Bourgogne. Voilà. Top, ben voilà, bon à savoir. On révise notre géographie. Bien. Du coup, tu as parlé de la jeunesse du projet, donc je vais zapper un peu cette partie-là, puisque tu as déjà Mhm. répondu de toi-même. Quels moyens techniques... Oui, Guillaume? Moi j'avais quand même une question sur Ah, la vas-y. gestion du projet, c'est comment ça vous est venu, quelles sont vos inspirations pour ce projet? Alors,
l'inspiration première, on va dire, de la première série Zero Quest d'il y a 10 ans, c'était Kaamelott, évidemment. Et c'était un problème d'ailleurs, c'est que on allait au-delà de l'inspiration, c'est-à-dire que c'était vraiment trop orienté sur cette série Phénomène. Voilà. Justement, le but dans Zero Quest, c'était de faire une comédie médiévale humoristique en essayant de ne pas reprendre justement les thématiques de Kaamelott. Alors voilà, on s'en cache pas, on adore l'humour, il y a quand même une certaine inspiration, mais on est fan aussi de Donjons et Dragons, des jeux de rôle, on est fan des jeux cartes Magic, on est fan du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, on est fan de l'univers fantasy dans son ensemble. Voilà, et c'était d'essayer de pas se cantonner à faire une redite de Kaamelott, comme on peut en trouver d'ailleurs pas mal sur Internet, d'avoir nos propres personnages et d'avoir surtout notre propre univers. Voilà, donc Burgundia, l'alchimie, il y a une sorte de côté aussi générationnel entre les jeunes alchimistes et les vieux aventuriers, entre guillemets, entre l'alchimie qui va être plus de relever de la science et les autres aventuriers qui vont être plus on tape dans le tas. Voilà, on va dire qu'il y a des niveaux de discours dans l'histoire qui sont différentes et qui n'existaient pas avant. Voilà. Ok, et vous faites de la fantasy du coup, et vous faites ce qu'on appelle de la web série, même si On bannit ce mot ici normalement. on va bannir ce mot. Ça n'existe pas. On parle juste de série. Parce qu'une web série est une série en fait. J'ai l'impression que le terme web série dévalorise un petit peu le travail qui est fait. Et du coup, est-ce que vous avez subi un petit peu le succès de Noob aussi? Parce que moi, je connais des séries comme ça qui ont essayé de faire du fantasy et donc de faire des web-séries dans un monde fantasy et qui se sont confrontés à des gens qui leur disaient ah, c'est du plagiat de Noob, arrêtez ça tout de suite, etc. Alors, quand on fait des salons, on va dire que les gens sont un petit peu plus fins. C'est-à-dire que quand on fait des salons qui viennent nous voir, ils disent mais vous connaissez Noob? Qui ça? Je ne connais pas du tout. Non, bien sûr qu'on connaît. Après, Noob, ils ont vraiment un univers qui est dans le jeu vidéo finalement, quoi. Nous, on n'est pas du tout. Enfin, nous, on n'est pas du tout en avant ça. C'est pas du tout notre univers. Et puis, j'avoue que moi, MMORPG, je ne connais rien du tout. Noob, j'ai dû regarder 3 épisodes dans toute ma vie, juste pour me rendre compte de ce qu'ils faisaient à différentes époques. C'est-à-dire, force d'en entendre parler. Voilà, juste pour me dire, bah voilà, qu'est-ce qu'ils font, et puis est-ce que nous, on est vraiment dans le même thème qu'eux, et non, voilà. Finalement, non. Alors après, quand nous, on avait sorti notre première série Zero Quest à l'époque, Noob venait de créer Noob, en fait, pratiquement, quoi. Ça s'était fait presque en parallèle, mais sans que nous, on le sache, puisque nous, encore une fois, on n'est pas du geek, on ne connaît pas grand-chose. Mais oui, on nous l'a dit, Après, j'estime que les univers peuvent coexister, ça n'empêche pas. Voilà. Après, le réalisateur du Noob, il est vraiment dans son truc. Il a créé un super univers. Il a des personnages qui sont intéressants. Nous, on est parti sur autre chose. Voilà. Et puis, en fait, le truc, c'est aussi, il faut pas trop se mettre de barrières. Ah bah ouais, mais ça, il y a déjà un mec qui a déjà fait ça. Est-ce que moi j'ai le droit de le faire? Il faut se faire plaisir avant tout. Et nous, voilà, on aime la fantaisie. On s'est dit, on va faire de la fantaisie à notre sauce, et puis on l'a fait, c'est tout. Hein. Pas de calcul, quoi. Hein. Vous avez bien raison. C'est vrai que je peux comprendre que la comparaison, elle vienne, parce que il y a quand même ce côté un peu de quête qu'on retrouve dans Zero Quest, qui sont aussi des thématiques qu'on peut retrouver dans nous, mais dans un sens, c'est aussi le côté médiéval fantastique qui veut ça. Bah oui. Ça, le Seigneur des Anneaux, c'est le moindre jeu de jeu de rôle, de jeu de plateau. Est-ce que vous connaissez le jeu de plateau HeroQuest? Non. Ah bah voilà. Donc une indication sur mon âge, encore une fois. C'est un jeu de plateau en fait qui existait dans les années 90, auquel l'équipe a pas mal joué d'ailleurs, qui s'appelait HeroQuest et qui était en fait le prémisse du jeu de rôle en fait pour les non initiés. Voilà.
Et ça permettait après de pouvoir s'initier à des jeux de rôle beaucoup plus connus. Et voilà, HeroQuest, le nom d'ailleurs fait écho, est un jeu de plateau. On a le fin mot de l'histoire. On a le fin mot de l'histoire. Voilà. Et du coup, vous avez été dans des festivals de ce que tu disais. Vous avez fait lesquels? Parce qu'on a eu un débat là-dessus il y a pas longtemps, donc Alors, peut-être qu'on s'est croisés en plus. On va dire web série, hein, forcément, hein, parce que ça reste ça. J'ai les oreilles qui sifflent là. On a fait pas mal de salons là sur les 10 dernières années. À chaque fois qu'on avait une production, on se permettait de la présenter et puis de voir où est-ce qu'on était invité, parce qu'il fallait qu'on nous invite quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le Montpellier In-Game, je crois que c'était il y a bien 8-9 ans, je crois, quelque chose comme ça. La Japan Tucharo à Lyon, on a fait la Japan Expo aussi, on a participé à des festivals qui étaient organisés par nous, d'ailleurs, le festival de concours de court-métrage. Voilà, on en a fait pas mal. Après, là, honnêtement, depuis 3-4 ans, on se concentre beaucoup sur des salons régionaux, spécifiquement sur des salons de cinéma et de séries. Pour qu'on soit juste bon dans la thématique, quoi, parce que bon, alors on a fait évidemment des salons japonais, Dijon Saiten, on a fait la Camocon à Dijon, on a fait pas mal voilà, un petit peu partout. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on trouve des salons où il y a un public qui peut être réceptif à ce qu'on fait, et c'est pas forcément évident dans certains salons connus. Ouais, donc, c'est un peu la même conclusion que celle de Jean-Marc lors de notre dernière émission, qui disait que finalement le public se trouvait peut-être pas dans ces salons-là et qui lui avait l'impression que ça n'avait pas été forcément une bonne chose. Alors, ça ne l'avait pas forcément aidé en termes de visibilité. Par contre, il était toujours content de retrouver d'autres créateurs. Alors effectivement, nous on y va pas du tout pour la visibilité, parce qu'on sait que les conditions de diffusion seront pas bonnes, qu'il y aura pas d'effet d'annonce. Voilà, il y aura pas d'effet d'annonce. Les Movies Men sont là, les gars, venez voir le truc. Non, bon, ça, il faut aller chercher les gens dans les couloirs en disant, excusez-nous, on est là, vous voulez pas manger votre casse-croûte devant la bande-annonce, s'il vous plaît. Enfin voilà, c'est rigolo, mais c'est une réalité, mais qu'on connaît, quoi. On n'est pas après, au-delà en fait de la diffusion, il y a quand même la rencontre avec le public sur stand qui est hyper intéressante, parce que derrière les gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas l'habitude des médias, et parce que bon, vu que je suis vieux, forcément il y a des vieux qui viennent nous voir sur stand aussi, entre guillemets, qui sont intéressés par ce qu'on fait au-delà du flyers. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, que HeroQuest Burgundia a été financé entièrement par nos présences sur stand. Voilà. On vend rien sur notre stand, rien du tout. On a, je vais vous le montrer. Voilà, lui qui s'appelle Groin. Oh, on a le même mais en rouge brillant. Voilà, qui nous accompagne pendant les conventions et les salons. On le met sur notre stand, on présente ce qu'on fait, et si les gens ont envie de nous aider, ils nous aident. On leur offre un DVD de notre production pour les remercier du geste qu'ils ont fait. Et il faut savoir qu'on a mis 2 ans de convention, 2 ans de salon. Ça doit représenter 6 ou 7 salons en tout pour financer la série. C'est le Ulule à l'ancienne, vous voyez les gars. Yes. Allez, pas geek pour un sou, quoi. À l'ancienne, on va chercher les gens avec le cochon dans les salons. Alors pourquoi déjà en fait ça permet surtout de pas s'ennuyer sur le salon. C'est-à-dire que le salon où on attend les gens et on leur donne des flyers pour qu'à la fin ils ne s'abonnent pas. Bon, aucun intérêt, même pour l'équipe, les mecs, on est 3-4 sur le stand, on va se faire chier. Par contre, s'il y a un petit enjeu de dire, hey les gars, on y va, sortez un peu derrière le stand, on va aller voir les gens et tout, pour que le cochon ça le fasse vivre et puis que ça nous paye une paire de bottes pour HeroQuest. Ah ben il faut c'est déjà pas le cochon, la même. Voilà, c'est déjà pas la même approche. Et puis les gens, vu qu'ils repartent avec un DVD, finalement, ils vont le regarder. Enfin, j'ose espérer qu'ils vont le regarder quand même. Ils vont s'intéresser peut-être un peu plus, ils vont peut-être être un petit peu plus impliqués dans ce que fait l'association, que s'ils prennent le fly, ils disent « Ah, vous avez l'air sympa », et puis on retrouve le fly dans l'allée 3 mètres plus loin, quoi.
Ah. J'ai une anecdote, j'avais acheté un DVD sur je sais plus quelle convention c'était peut-être la toute première Geekopolis. Il y avait un stand, le gars vendait des bouquins, etc. J'avais acheté le DVD parce que je trouvais que son stand avait l'air sympa et je voulais voir ce qu'il faisait. Je l'ai jamais regardé. Ah, pas bien. Pas bien. Je crois T'as le gars qui balance l'argent par les fenêtres, quoi. Et presque. voilà, tiens. Je dois avoir le DVD qui traîne. Attendez, s'il est juste là, je peux le montrer. Mais tu sais que si tu l'as, ça veut dire que potentiellement, tu peux le regarder. Tu l'as pas regardé, mais potentiellement, c'est possible. Guillaume, Ouais. si c'est intéressant, il faut qu'on le regarde lors d'un live spécial. Hein. Le DVD que j'ai pas regardé, que je regarde 10 ans après. Effectivement, c'était pas bon. Ça s'appelle Exomnésie. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Waouh, ça a l'air trop bien, putain. Ouais, déjà le nom, il envoie du rêve. Hein. Voilà. Ça a l'air d'être un truc de SF et tout. Ah ouais, Ouais, ça sent la un SF. film de Philippe Moulin. Ah. Voilà. Il devrait trouver un pseudo. Que je n'ai Et jamais t'as regardé. et t'as pas regardé cette pépite. Eh ben même pas. 26 minutes. Putain, Ah. mais ça dure pas longtemps. Putain, ça vaut pas le coup de faire un DVD pour 26 minutes. Ça vaut tellement pas le coup. Tellement. Ah, la rentabilité, c'est le DVD. Ou alors il le met 4 fois, tu vois, il le met en boucle comme ça. Ouais, c'est clair. J'espère qu'il y a des bonus, hein. Ah mais en plus c'est écrit épisode 1, donc si ça se trouve il y a eu une suite. Ah. Mais je suis pas au courant. On va, Écoute, on va les retrouver sur YouTube ça et on va peut les, être intéressant. les inviter dans cette émission. Alors c'est poutre.tv. On peut les retrouver sur poutre.tv. C'est pas. Ouais, faut Bah, regarder écoute. ça, faut regarder ça. On regarde. Ah ouais, là, faut regarder. Là, on a plus le choix là. Donc, ça existe Du coup, encore. vous pouvez C'est nous ça, en fait. suivre si vous voulez être au courant de l'émission où on regardera. Et Ça date de quand bonjour à Claudie Bah, de nous rejoindre. yeah, Claudie. Bah voilà, belle maman. Ah. Du coup, on enchaîne. Quels moyens techniques vous avez mis en œuvre avec les Moviesmen pour arriver au résultat de Zero Quest Burgundia? Bah écoute, on tourne avec un réflexe, comme beaucoup de personnes qui fait de la fiction aujourd'hui. Donc on tourne avec un Panasonic, voilà. Voilà, un G7 et un GH5, voilà, et Equinox Studio, si tu m'entends. On a également beaucoup travaillé le son sur cette série-là. On a tenu à avoir un enregistreur externe, donc on a un Tascam, voilà, parce que on sait que le son, c'est vraiment le gros point faible de ce qu'on peut faire, de fiction. Et on a pris un enregistreur externe donc pour le faire. Le mixage, au montage, c'est top, hein, ça prend un temps fou, mais au moins on a un son vraiment qui le spot. On a un micro, voilà, un micro Rode classique. On essaye de tourner léger. Quand je dis tourner léger, c'est quand on se rend sur des sites qui demandent 20 minutes, 25, 30 minutes de marche. Si on arrive avec un matos de fou, c'est ingérable. Donc on essaye d'avoir un matériel léger, classique, quoi. Voilà, on a investi quand même dans une balle Steadicam pendant la série, parce qu'on en avait besoin principalement sur les scènes d'action. Après ça, par contre, c'est autofinancé, parce que ça sort de poche à nous, hein. On ne fait pas payer le matos au cochon, là, il s'en sortirait plus, hein. Mais voilà. Faut l'égorger là à ce niveau-là. Faut pas l'égorger. Non, faut Parce que là, sinon, je le mets à l'entrée du salon et je fais comme ça et je dis allez-y, hein, maintenant. Ouais. Donc, non, Vous mettez 10 € dans la place, c'est 1 € dans le cochon. non, c'est comment, vraiment le cochon, c'est pour tout ce qui est attrait à l'achat de costumes, Ouais, principalement. c'est le visible en fait, le cochon. C'est ça. Exactement. Après le reste, voilà, c'est nous. En plus, on va l'utiliser à titre personnel pour d'autres choses. Donc voilà. D'accord, bon, on est tous équipés pareil. Je vois qu'on a une petite communauté GH5 dans le chat. Non, j'en ai pas acheté, moi. Oui, non mais voilà, mais toi c'est pas grave. Au revoir Guillaume. D'ailleurs, j'ai un petit cochon si vous voulez participer. Ah, Moi aussi Ah, j'ai le cochon, il mais va je crois s'y que je vais mettre. sortir mon cochon.
Faut que je retrouve, je sais plus où je l'ai rangé. Parce on avait une valise convention dans laquelle il y avait tout, dont le cochon. Et en fait, comme on a pas fait de convention depuis un moment et qu'on s'est dit bon, il serait peut-être temps qu'on la range cette valise convention, on a tout vidé et je sais plus ce que j'ai foutu du cochon. Ça se trouve il est juste là, tu sais, je vais au tiroir, je peux le prendre. Mais bon, je crois que c'est. Il y avait une émission comme ça, une émission économique qui s'appelait Coûte que je crois, ou combien ça coûte, pardon, et où ils avaient un petit cochon qu'il fallait remplir. C'est vrai. C'est ce qu'on va faire pour financer nos prochains projets. En fait, on va faire une émission complète où Maxime cherche le cochon. Il y a une elfe qui dit qu'il est dans la cave, Maxime. Comment ça, il est dans la cave? C'est un scandale. Remarque, c'est possible. Bon, bref, je vais pas aller descendre à la cave le chercher parce que sinon vous allez pas me voir pendant une demi-heure. Du coup, on avance. Donc, les financements, c'est le cochon. C'est le cochon et nous-mêmes. Et le casting, comment tu as rencontré Mister Nicolas dit Equinox Studio dans le chat? Alors le pauvre Nico, honnêtement, non, je dis le pauvre parce que si tu veux, ça fait bien 10 ans qu'il fait partie de l'équipe des Moviesmen. Il s'est fait tuer un nombre incalculable de fois parce qu'il a joué des terroristes, il a joué des gangsters, on lui a fait faire J'en ai des potes comme ça. Beaucoup de petits rôles, mais par tous les temps, des temps chauds, des temps dégueulasses, etc. Mais il répondait toujours présent. Et puis, à un moment donné, j'ai quand même bien senti qu'il fallait qu'il passe au niveau supérieur parce que déjà... Bon, écoute, mon gars, ça fait 10 ans que t'as des rôles de merde. Maintenant, j'ai décidé de te donner un premier rôle. Mais bon, le personnage, il est bon. Non, après, si tu veux, on en avait discuté. Après, on fait des soirées après les tournages, etc. On a quand même discuté pas mal avec lui. Et au-delà du fait qu'il avait du potentiel et qu'il était plutôt bon en termes d'acteur, il y avait aussi le côté effectivement récompense. Hein, le mec, il s'est quand même bien galéré. Allez, on y va, quoi. Et puis bon, en fait, si tu veux, le casting, il se fait surtout sur l'implication des gens. C'est-à-dire que nous, on est tous des bénévoles, il n'y a pas de problème. On a déjà eu des tournages où, au dernier moment, on t'envoie un message à 4h du matin, je viendrai pas. Le tournage commence à 8h, tu fais bon, on est dans la merde, on est dans le caca, quoi. Voilà, comment on va faire pour gérer la journée, sachant qu'il y a quelqu'un qui nous plante. Déjà, c'est sympa d'envoyer un message. Oui. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal. À 4h du matin, tu vois. Putain, à 4h du matin, moi, c'est le genre de truc, je l'aurais pas vu, je me serais levé, tu vois, à 8h, j'aurais fait « Ah, l'enculé !» Oh merde. Et là, oui, tu peux le dire à 4h du matin aussi. Oui, parce que ouais, mais t'as 4 heures pour trouver une solution de secours. Et c'était quoi les excuses? Parce qu'on en a tout vu comme excuse. Ah, j'étais en soirée, j'ai trop bu. Mais à 4h du matin, il a forcément fait soirée, il n'y a pas de doute. Des problèmes de voiture, des problèmes de plein de trucs. Bref, le but, c'est aussi de récompenser à un moment donné les gens qui s'impliquent, qui sont disponibles, qui donnent de leur temps pour l'équipe. Donc, ce qui était important aussi, c'était de se dire, bon, il peut tenir le premier rôle. Déjà parce que il va bien composer, il va bien jouer à travers ce qu'il a pu déjà faire avec nous avant, et en plus il va avoir de la motivation pour le faire. Voilà. Donc après c'est comme ça que c'est un petit peu comme ça qu'on fait le casting, quoi. Parce que dire j'ai envie, il y en a plein qui vont nous le dire. Ouais, j'ai envie médiéval, super et tout. Ouais, non mais je viens, pas de problème. Par contre attention, c'est un tournage par mois pendant 18 mois. Ah ouais, quand même. Ouais, voilà, c'est ça l'implication. Donc, c'est un petit peu un jeu d'équilibriste pour l'organisation, pour l'équipe. Ouais, on a tous connu ça. Moi, je me souviens d'avoir lancé un projet avec 3 personnages principaux. L'un des personnages principaux était un nouveau membre du groupe et il nous a abandonnés au bout de c'est le risque. Quelques tournages, c'était fini. Et là, tu fais voilà, c'est plié. Donc après, attention, moi je peux comprendre tout à fait. Ah oui. Tout le monde est bénévole, tout le monde doit prendre de son temps. Il y en a qui viennent de loin, il faut prendre la bagnole pour venir. Les gens sont pas défrayés. Je peux comprendre qu'à bout d'un moment on en est marre. Mais c'est juste que nous, au moment où on fait le projet, du moment qu'on en est conscient de ça, il faut bien choisir les personnes. Voilà, c'est tout. Quand on sait qu'on part sur 8, 9, 10 épisodes qui vont être étalés sur plus d'un an, voilà. Et puis il faut que les gens soient impliqués.
Nico a les cheveux longs. Si du jour au lendemain il arrive et dit je me suis fait la boule à Z, comment on fait? Voilà, il y a ça aussi. Oh, bah, une pirouette scénaristique. Oui, Genre oui. une potion qui s'est mal passée, Oh, bah, et puis il vu a que tout perdu est tous ses cheveux. vu que tout est tourné dans le désordre, c'est facile. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Noob gère très bien ça. Noob gère très bien ça pour le coup, parce qu'ils ont plein de trucs comme ça. Et le fait que ça se passe dans un jeu vidéo, etc., ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ouais, c'est plus facile. Bon, après, on l'a déjà eu, hein, le coup de oh là là, mes cheveux sont tombés, oh là là, j'ai maigri, j'ai grossi, je me suis laissé pousser la barbe. Bon, ça nous arrivait, on va dire, sur 2 anciennes prods. Là, sur celle-là, on a eu des petits problèmes de raccord barbe sur un des personnages principaux. Hein. On a dû faire des reshootings, merci. Mais sinon, à part ça, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Et du coup, il y a quand même eu des auditions où c'était des membres du groupe d'avant que des membres du groupe d'avant qui ont participé. Alors, Mott et Kalem, donc le guerrier porté sur la bibine et le maître d'armes qui ne Oui. sait pas se servir de ses armes, ils font partie du noyau dur des Moviesmen dans le sens où ils étaient là il y a 20 ans. Voilà, donc eux déjà, dès le départ, il n'y avait pas besoin de les casser puisque voilà, ils sont là. Les personnages existaient également, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, dans la première version de Zero Quest, les personnages existaient, ils s'appelaient Mott et Kalem, ils n'étaient pas tout à fait pareils, on a affiné un peu le trait, vous allez voir l'extrait tout à l'heure, mais bon, Mott était tout le temps bourré et Kalem était plus que con, voilà, entre guillemets, et c'était pas intéressant de faire des personnages aussi caricaturaux et aussi mal écrits. Désolé. Voilà, il y a 10 ans. Mais pour les rôles principaux, ça s'est fait assez naturellement. Nico, voilà, ça fait un moment qu'il tourne avec nous. Il en avait envie, on avait envie aussi de le faire participer plus activement. Et en plus, il a fait un super boulot pendant la série. Donc, pour tout ce qui est autre rôle, alors bien sûr, il y a l'entourage. Comme il y a Méroge, là, qui joue un paysan, c'est quelqu'un de notre entourage qu'on connaît. Au-delà des autres, on n'a pas fait de casting, c'est nous qui allons chercher les gens. Et les salons servent également à ça. Surtout les salons de cinéma et de séries télé. On est sur des gens qui sont passionnés par ce milieu-là. On est sur des gens qui peuvent être intéressés par le médiéval, qui peuvent faire du grandeur nature et qui ont, au-delà du jeu d'acteur, ont déjà le costume. C'est déjà pas mal. Tu vois, on n'a pas besoin d'investir dans un costume, les gens l'ont. On leur montre ce qu'on fait, on leur demande s'ils seraient intéressés pour jouer, on leur demande ce qu'ils ont envie de faire, est-ce que tu as envie d'avoir un grand rôle ou est-ce que tu veux tourner juste une après-midi pour le fun. On leur demande s'ils veulent un rôle physique ou un rôle plus parlé, hein, parce qu'il y en a certains qui me disent moi au bout de 4 lignes de texte je sens que ça va pas le faire, comme ça au moins on est au courant. Et puis on adapte en fait un peu les personnages aux gens qui vont venir dans la série. Voilà. Et c'est comme ça que tous les personnages secondaires ont été entre guillemets recrutés. Ça, vous avez une bonne technique. C'est rodé maintenant. C'est rodé, voilà. Après, on a des surprises. Voilà, il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise que ce qui était prévu devant la caméra, et donc à ce moment-là, on peut se faire plaisir puis improviser des choses qui n'étaient pas forcément prévues à la base dans le scénario. Et il y en a d'autres où ça va être l'inverse. On va se dire là, on va arrêter de le faire parler parce que on se rend compte que ça va être compliqué pour lui de pouvoir tenir le rôle. Donc on s'adapte après, hein. On reste encore une fois tous des bénévoles, on s'adapte aux gens. Le principal, c'est que au-delà que nous on soit satisfait du résultat, que chacun passe un bon moment aussi. Le choix des lieux de tournage maintenant. Donc la Bourgogne. Alors la Bourgogne. Il y a beaucoup de forêts. Parce que j'ai pris le temps de regarder les 10 épisodes, bien sûr, j'ai fait mes devoirs. Sûr. Et ça se passe que en forêt presque. C'est vrai. Alors, parce qu'il y a beaucoup de forêts déjà, et il y a beaucoup de légendes dans des forêts. On s'en est assez vite rendu compte nous également. Alors, on a fait les repérages de tous les lieux avant le tournage, c'est-à-dire que 6 mois avant, on a fait l'ensemble des repérages qu'on voulait. Oui, il y a beaucoup de forêts parce que c'est la Bourgogne et que la Bourgogne est un petit peu vallonnée, un petit peu plat et des arbres au milieu. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas des grandes montagnes non plus. Même nous, on s'en est rendu compte au fur et à mesure des tournages qu'il y avait cet effet de répétition là. Donc pour la saison 2 qui est en préparation, on a fait un travail en amont pour essayer d'avoir
d'éviter d'avoir cette répétition. Parce que même si à chaque fois on va dans les lieux des légendes, on prend la pierre à 8 trous et on prend la forêt du Voirloup, c'est des forêts. Alors Ouais. oui, effectivement, il y a un caillou, oui, effectivement, il y a une pierre, mais ça reste une forêt. Il y a beaucoup de forêts, c'est vrai. Mais le plus dur également, c'était de trouver des légendes qui servent au scénario et pas l'inverse. C'est-à-dire que les protagonistes, voilà, il y a un fil rouge pour l'histoire. Et il faut que les légendes elles collent, quoi. Voilà, et il faut que les légendes elles soient diversifiées. Il faut pas que ça soit que du caillou ou que des sources. Donc ça, c'était assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de légendes sur des cailloux et des sources. Voilà, tout simplement. Voilà. Et du coup, j'ai vu dans les génériques, à chaque fin d'épisode, vous mettez des lieux où ça a été tourné. Il y a une vocation touristique derrière, ou c'est juste par sympathie pour les communes qui vous ont accueillis, même de manière sauvage? Je sais pas si vous avez demandé les autorisations de tournage pour C'est de tourner. manière sauvage à chaque fois, hein, de toute façon. Non, c'est aussi le fait de dire, bah, par exemple, si on prend le combat final, qui se trouve à Huchon en Saône-et-Loire dans le 71, et qui un lieu qui est hyper beau. Quand on voit les aventuriers arriver, il y a rien, tout est dégagé derrière. Nous, quand on était dans ce lieu-là, on était c'est aussi pour dire aux gens, regardez, en Bourgogne, on a quand même des coins sympas. Si vous voulez aller voir, c'est là-bas. Voilà. Et c'est même pas une histoire de vocation touristique, c'est plus du chauvinisme, je pense, pour dire, regardez, c'est beau chez nous. Si vous voulez y aller, c'est là. Et puis on vous laisse prendre le temps d'aller voir les lieux dans lesquels on a tourné. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça dans les productions amateurs, parce que on a notre collègue Kevin qui est du Jura, et il aime bien vanter les mérites du Haut-Jura pour ses décors majestueux pour les tournages. D'ailleurs, apparemment, il fait aussi hôtel pour les. Gîte, Airbnb. C'est ça. Voilà, bon accueil, où on boit du vin, ça à coup sûr. Et c'est vrai que moi aussi, tu vois, j'habite dans la Loire, et c'est vrai que j'aime bien tourner dans la Loire, ou pas très loin, genre en Haute-Loire ou maximum, tu vois, parce que j'aime beaucoup, en fait, j'ai envie de montrer ces lieux-là, parce que c'est pas très connu, que c'est magnifique, et que ça mérite de l'être. Et je pense que quelque part dans nos productions à notre échelle, on aime bien montrer tout ce qui est local. C'est vrai que dans les productions françaises, on va dire plus classiques, on a l'habitude de voir du Paris, c'est parisien, la région parisienne, Marseille, voilà. Et en fait, on n'a pas trop le choix, et on passe un peu à côté en fait de la richesse de notre territoire. Et quelque part, et là, je philosophe. Est-ce que les productions amateurs, comme vous faites avec les Moviesmen et comme beaucoup d'autres font, n'est pas aussi pour défendre un certain patrimoine de notre territoire à travers ces productions plus amateurs? Bah, déjà, ne serait-ce que pour notre curiosité propre, enfin, à nous de se dire qu'il y a ces lieux-là, il y a certains lieux, quand j'y suis allé, c'est des personnes de l'équipe qui ont fait des repérages que je connaissais pas. Je me dis, mais ça devrait être plus mis en avant. Je comprends pas que ça n'ait pas été mis en avant, que ce soit au niveau cinématographique ou quoi, mais c'est quand même des lieux qui sont super intéressants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a insisté sur le côté Burgundia. Bon, j'y reviendrai par la suite, mais pour dire voilà, on a tourné ça chez nous, quoi. Regardez, on a quand même des endroits qui sont sympathiques. Et il y a aussi le fait que dans cette communication-là, ça nous a permis d'avoir été contactés par le journal régional pour une interview, passer sur France 3 Bourgogne, etc. Parce que il y a quand même ce souci de vouloir pas juste dire ouais, on fait notre truc de fantaisie, puis c'est à nous et puis c'est terminé, quoi. On met en avant les lieux, on met en avant les légendes, et c'est aussi pour vouloir faire partager ça. Avec le Covid-19, là, il y a eu le confinement. Du moment que c'était déconfiné, tous les gens allaient redécouvrir la campagne qui était juste à côté de chez elles. C'est pas dommage que ça soit pas fait toute l'année, ça. Voilà. Bien dit. Eh oui.
Là, on va rentrer dans des questions plus sur. Déjà, il y a une question auquel on n'a pas répondu. Le noyau dur, vous êtes trois, si j'ai bien C'est compris. ça. Mhm. Pour la réalisation, comment ça se passe? Parce que moi, au niveau de l'écriture, j'ai vu que c'était toi qui écrivais, t'écris le scénario. C'est Alors, ça. les autres, ils participent, hein, c'est écrit dans le scénario, mais je pense que tu es celui qui rassemble les idées de tous et qui les couche sur le papier. J'imagine que ça Mhm. se passe comme ça, tu me contredis C'est si ça. je suis dans le faux. Et du Non, coup, non. pour la réalisation, t'apparais pas beaucoup dans la série, donc mon petit doigt me dit que c'est toi qui es derrière la caméra la plupart du temps. Alors effectivement, donc c'est moi qui fais la réalisation. Je me suis mis en retrait exprès sur la série pour me concentrer dessus. Dans la première mouture de Zero Quest, je m'étais attribué le premier rôle, voilà, carrément. Non, faire le premier rôle plus la réal, là c'était juste impossible. Donc je fais un clin d'œil. Le personnage qui avait été créé à l'époque revient en mode petit con, voilà. Mais je me concentre vraiment sur la réalisation. Après, dire que je réalise seul, c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où C'est même pas ce que j'ai si dit. enfin, C'est je pas- réalise seul. c'est Voilà, je suis derrière la caméra. Après, voilà, je suis autodidacte, je connais pas tout, j'ai pas la prétention de tout savoir, et donc du coup, j'aime aussi qu'on m'aide. Equinox Studio, donc qui est Nico, qui fait ses réalisations à lui. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même aventure, on va dire, en termes de production, mais voilà, il a été amené à m'aiguiller, à me donner des conseils sur le tournage qui ont été très intéressants. Mes deux collègues qui jouent Mot et Kalem également. De toute façon, quand on se retrouve à quatre en plein milieu d'une forêt, obligatoirement, voilà, au-delà de se faire des blagues, s'envoyer des vannes, on s'aide aussi entre nous. Voilà. Donc effectivement, alors oui, ouais, je fais l'écriture, je fais la réalisation, la direction d'acteur, c'est des bien grands mots. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est quand même un gros travail d'équipe, quoi. Voilà. Bah voilà, on aura le fin mot de l'histoire. Parce que du coup, on pourrait croire qu'il n'y a pas de réalisateur. Alors, on s'est marqué les Movies Men, donc vous réalisez en commun, comme tu le dis. Mais Mmh, voilà, et du coup, maintenant on sait, c'est toi qui es derrière la caméra pour c'est ça. 80% du temps, quoi, C'est ça. 90% du temps. C'est ça. Ouais. Voilà. Après, quand je dois être devant l'écran, ça va être les collègues, enfin, voilà, Equinox Studio ou Mm. les copains qui vont prendre le relais. Ouais. Mais le gros du boulot, ouais, effectivement, c'est moi qui le fais, ouais. Voilà. On va revenir un tout petit peu sur les décors, du coup. Ouais. Et là, donc, avec ta vision donc, de réalisateur, sur ce que t'attends d'un décor. Quand tu arrives sur un décor, donc tu as dit qu'il y avait eu des repérages qui avaient été faits. Est-ce que, Mhm. par les membres de l'équipe en tout cas, ou des connaissances, est-ce que tu t'es quand même déplacé, ou en groupe, vous êtes quand même Mhm. déplacé sur les lieux de tournage avant le tournage pour voir, ou est-ce que, du coup, tu fais ton découpage technique à l'avance, ou alors tu arrives sur le lieu et tu fais un peu comme ça vient? Alors, j'ai fait tous les repérages. C'est-à-dire qu'après, on m'a dit, tiens, tu devrais aller ici, tu devrais aller là, ou Mm. viens, je vais te montrer ceci ou cela. Mais tous les lieux, je les ai vus. Obligatoirement, parce qu'on tourne en extérieur, en pleine nature, il faut que je vois à quel recul on va avoir sur les scènes, qu'est-ce que moi je vais pouvoir écrire. Quand on a fait le combat final, la griffe du diable, le lieu est super beau, pas de problème. Par contre, tout est nivelé, quoi. Hein. Donc je pouvais pas dire, il y a toute une équipe à gauche, toute une équipe à droite, ils vont courir pendant 100 mètres et puis ils vont s'affronter. C'est juste impossible à faire dans le décor. Donc non, je suis obligé d'aller voir tous les décors, voir comment c'est fait, ce que je peux y faire, quoi. Ça permet aussi de voir que par exemple telle ou telle forêt, on peut pas y aller parce que il y a la chasse, par exemple. Ça permet d'éviter ces petites improvisations là qui fait que ah bah mince, on va pas pouvoir tourner, c'était pas prévu comme ça. Non non, tout est repéré à l'avance. Moi, ça me permet aussi de savoir à peu près où est-ce que je vais poser la caméra qu'on va faire le tournage parce que vous devez le savoir, hein, on manque toujours de temps. Donc pour optimiser ça, pour que le jour du tournage on arrive, on sache ce qu'il y a à faire, et on sait à peu près où se mettre. Les repérages ils sont obligatoires. Voilà. Il n'y a pas le choix. D'accord. Et du coup, la vraie question, c'était est-ce que, au niveau des plans, bon, alors tu as un tout petit peu répondu, mais pas totalement. Est-ce que du coup, les plans sont préparés vraiment à l'avance avec une liste de plans bien définie, ou t'as juste une idée de où est-ce que tu peux poser la caméra et de comment ça va se passer, et tu fais en fonction du lieu?
Alors, très honnêtement, les plans qui sont le plus préparés vont être dans l'action. C'est-à-dire que dans les scènes d'action, je saurai comment je vais le tourner. J'aurai mon petit descriptif, mon petit storyboard qui me dira, voilà, pour ton combat, comment tu vas te débrouiller. Pour le reste, non. Alors non, pourquoi? Parce que selon l'heure à laquelle on va arriver, selon le soleil, selon la météo, selon la lumière, de toute façon, je sais qu'il va y avoir une part d'improvisation et que j'aurai pas le choix. Donc j'ai, on va dire en tête, dans les grandes lignes, ce que je veux faire, voilà, plan large, plan rapproché, etc. Mais à la fin, on n'est pas en studio, donc je sais qu'il y aurait des surprises. Et on en a eu, hein, parce qu'on a eu une météo dégueulasse. Hein. Parce que ça, on peut pas vendre qu'on a eu un super temps sur la production pendant 18 mois. Voilà. Donc bon, c'est la Bourgogne aussi, voilà, c'est ça. Oui, c'est humide comme région. Ah la vache, arrête. Aïe, aïe, aïe. Tu parlais du coup du tournage et de l'étendue du tournage, donc sur 18 mois. Comment ça s'est déroulé exactement? Alors comment ça s'est déroulé? Déjà, si tu veux, il y a eu à peu près 2 ans de préparation. Donc dans ces 2 ans-là, effectivement, on a fait le casting, on a réuni les costumes, le budget, on a fait l'histoire avec la trame rouge. Après, au moment où on a commencé, on s'est dit voilà, c'est simple, il va y avoir une dizaine d'épisodes. On sait que nous, on a des vies perso, on peut pas se libérer comme on veut. Hein. Ça, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas de la production. On essaye de se caler sur un tournage par mois minimum, sauf voilà décembre, janvier, parce qu'il fait vraiment un temps trop pourri pour y tourner. En gros, c'est ça. Donc 10 épisodes, il faut compter pratiquement le double de sessions, une vingtaine de sessions de tournage, quoi, à peu près. Parce que bah voilà, faut se déplacer sur les lieux. On tournait une journée ou une demi-journée selon les épisodes et selon les disponibilités de l'équipe, encore une fois. Donc on savait que le travail allait être long. Voilà. Et il a été long, mais on a peut-être dû prendre 4 mois de retard à peu près sur ce qui était prévu à la base, mais sinon ça n'est pas trop mal sorti. Wow, c'est courageux parce que et réussi surtout parce que sur une production qui est aussi étalée dans le temps, parce que là on parle de pratiquement 2 ans de tournage au final, d'avoir réussi à garder la cohérence des costumes. Et puis de jeu aussi, la continuité dans le jeu, je trouve ça vraiment impressionnant et une vraie performance pour le coup. Et puis surtout d'avoir réussi à aller jusqu'au bout, parce que oui. Comme on le dit souvent dans cette émission, comment vous tournez, c'est hyper casse-gueule. Nous, ce qu'on conseille habituellement, c'est de garder un temps de tournage assez condensé, c'est-à-dire tourner sur 1 semaine ou 2 semaines à la rigueur s'il y a la possibilité, tu vois, durant des vacances par exemple, ça peut se faire. Et de faire que ça, à la suite, quoi, pour éviter de perdre les gens justement dans la continuité, d'avoir des problèmes sur la cohérence, le jeu, etc. Et là, vous avez bravé l'interdit. Exactement. Parce que sur un tournage qui dure 2 ans, comme tu disais tout à l'heure, Julien, tu as des personnes qui ils sont bénévoles. Donc sur 2 ans, ça veut dire qu'il y a pas un des acteurs principaux qui est parti faire autre chose ou autre. D'où l'importance d'avoir vraiment un noyau dur qui nous permet en fait de pouvoir faire ça. D'où l'importance de prendre des personnes comme Nico, comme Tom ou Clément qui sont au-delà d'être des acteurs et des bénévoles, sont des amis. C'est-à-dire qu'on se voit très régulièrement, on mange ensemble, on dort chez l'un, on dort chez l'autre, soirée. Enfin bon, c'est une famille quoi. Hein. Donc on sait que sur ce type de projet-là, on peut le faire parce qu'on l'a déjà fait. On a fait d'autres séries avant, comme Le Défourailleur, comme L'Homme de Main, comme Apocalypse. Qui ont été des séries qui à chaque fois ont mis un an à se faire et avec un début et avec une fin. Et le but de l'association, c'est ça aussi, c'est de se dire, ça, on a un projet, c'est pour aller au bout, quoi. C'est pas pour s'arrêter en plein milieu, quoi. Donc oui, ça a été long, effectivement, mais on a toujours fonctionné comme ça et ça a toujours fonctionné, mais parce que on travaille avec les bonnes personnes aussi. Voilà. On travaille avec les bonnes personnes aussi. Et puis, pour encore une fois les rôles secondaires, vous prenez les rôles secondaires, ils apparaissent dans 1 ou 2 épisodes qui sont tournés la plupart du temps en même temps. Et puis, si les personnes après sont plus intéressées pour venir, elles auront fait le job. Voilà, c'est le but, quoi. C'est le but. Mais effectivement, c'est une organisation
Même pas. Hein, Bah, en tout cas, je pense que vous maîtrisez votre méthode parce que pour que votre noyau dur des Movies Men il est duré pendant 20 ans et qu'il continue encore, c'est que vous avez trouvé le rythme qui vous convenait et et qui convient à tous. Donc, j'ai qu'une chose à dire, continuez comme ça et n'arrêtez pas surtout. Ah bah c'est pas prévu pour le moment, voilà, le fonctionnement aussi, pourquoi on peut durer aussi longtemps et pourquoi c'est parce qu'on instaure aussi une ambiance sur le tournage, quoi. C'est-à-dire qu'on s'amuse avant tout. Et heureusement, parce que quand il fait pas beau, qu'on a froid, quand il flotte, machin, si on n'est pas un noyau dur où on arrive à déconner, à se balancer 3 vannes pour se détendre, ça va être compliqué pour tout le monde. Le soir, il y a la récompense de la petite soirée Movies Men à la détente où on peut boire un coup. Il y a une soirée type Movies Men. Ah, il y a les soirées Movies Men, il y a les apéros de recherche Movies Men, c'est quand on prépare, et il y a les soirées d'après-tournage qui nous permet de décompresser aussi et Ah de ben s'amuser, voilà où hein. part l'argent du petit cochon. Si on investissait la moitié de ce qu'on boit en bière dans l'association, je pense qu'on n'aurait pas besoin de cochon. Honnêtement. Ah, ça dénonce. Voilà. Mais je me dirais, ben bon, après, je suis le premier à consommer. C'est ça aussi le problème. Non, mais après, voilà. C'est une ambiance qui est un peu voilà, familiale, collégiale, qu'on a toujours eu, qu'on tient à avoir. Même les personnes qui passent en coup de vent à faire une apparition une après-midi sur le tournage, à la fin, on boit un coup tous ensemble. Ça rapproche aussi, quoi. Voilà. Oui. Voilà. On a The Headful Ben qui nous raconte une de ses anecdotes qui dit « Nous, c'est carrément l'équipe des responsables de la série qui ont abandonné le projet au moment des montages. Putain. Ouais, C'est pas au meilleur ça, moment, c'est- tout ça, est tourné, c'est tu vois jamais le super résultat. Ah ouais. Ouais, non, mais ça c'est arrive, pas sympa. ça arrive souvent. Hein. Ça arrive Ah aussi ouais. souvent de ce côté-là, hein, des gens qui lancent un projet, qui organisent tous les tournages, etc. Et au moment de faire le montage, parce qu'on sait que c'est pas forcément le plus facile et le plus... quand il faut se visionner les rushs de tout ce qu'on a tourné, ça peut être un petit peu... La flemme. Ouais. la mais flemme. bon, Voilà, il y en a qui c'est peuvent... Et ça arrive souvent, moi je connais pas mal de cas comme ça où finalement, ils organisent un projet, puis finalement au milieu, ils sont partis sur autre chose, quoi. D'accord. Ouais. Ah non, non vraiment nous on tient déjà à ce qu'il y a un début, il y a une fin. Et puis moi vu les gars avec qui on bosse, comment ils s'impliquent, le temps qu'ils prennent, même le côté économique. Hein, voilà, Nico il vient de Strasbourg, Clément il vient de Lyon, ils font la route, etc. Après bon, sur place il n'y a pas de frais parce qu'on mange tous ensemble, on dort on dort chez l'un chez l'autre, etc. Mais moi je ne me sentirais pas de faire un truc comme ça, parce que ce serait une trahison pour eux, quoi, de tout le temps qu'ils peuvent accorder et puis de l'importance qu'ils vont donner au projet pour à la fin les planter. Je veux dire, l'ultime récompense de tout ce qu'on peut faire, c'est quand on se pose avec une bière, très important, devant la télévision, Avec devant la modération. télé, et puis de regarder ce qu'on s'est cassé le cul entre guillemets à faire pendant 2 ans, puis de se dire bah voilà, ça valait le coup, quoi. Ah ouais, pas cool ça, hein, pas cool. Mm. Sales anecdotes. Ouais, ça l'anecdote. Ouais. Z-Full Ben qui du coup donne plus d'infos. Les acteurs et la technique ont été laissés en plan. Du coup, il n'y a qu'un épisode, le seul que j'ai réalisé. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est pas cool pour les autres. Hein. C'est pas cool du tout. Puis après. Moi, ça m'est arrivé une fois de laisser complètement un projet Tomber, ouais. tomber après avoir tourné 4-5 épisodes, je crois, à peu près. Les 3 épisodes sont sortis, sont disponibles sur YouTube. Seul problème, c'est que je sais pas ce qu'on avait foutu, j'avais laissé le son à quelqu'un d'autre, etc. Et en fait, on s'est rendu compte après qu'il y avait des images qui étaient vraiment pas bonnes, avec la caméra qui tremblait, parce que pour le coup, j'avais laissé la caméra à quelqu'un d'autre pour gérer le tournage. Il y avait ça, il y avait des moments où on n'avait plus de son. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de son du tout sur l'image, même à côté. Et du coup, là, j'ai... C'était la goutte de trop. La goutte de trop. Ouais. Non, mais en plus bon. c'était le tournage maudit où on avait besoin d'une salle, on avait un seul lieu de tournage, on avait fait exprès pour que ce soit facile, on nous prêtait la salle, etc.
La première fois on arrive, les mecs avaient loué la salle à quelqu'un d'autre, comme les autres payés, ils sont passés avant nous alors que la salle était réservée depuis 6 mois. La semaine d'après on revient, inondation, on est obligé de décaler les tournages sur 4 mois le temps qu'ils fassent les travaux dans la salle. J'en ai peur. Et tu vois, c'est là que tu aurais dû te dire, non attends, ça va pas le faire. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le destin, le karma, les gars. Ah ouais, non, mais ça, quand ça veut pas, c'est qu'il faut pas. Hein. Faut pas insister. Non, alors, si vous cherchez bien sur la chaîne YouTube de mon asso, il y a encore une vidéo où, vous savez, les fameuses vidéos On fait le point, que j'ai fait à la place d'une de ces journées de tournage et où j'ai l'air complètement déprimé, monsieur. Pour l'anecdote, pour Zero Quest, quand même, pour dire que les anecdotes, il y en a, le premier épisode qu'on a tourné a pratiquement été retourné entièrement, pratiquement. Ah ouais. Ouais. En fait, on a fait, alors attention, hein, on a fait le tournage un dimanche. Voilà, dimanche, on avait calé la journée pour faire ça. Le problème, c'est que le samedi soir, la préparation, on va dire, de la journée de dimanche s'est terminée un petit peu tard. Voilà, pour pas dire autre chose. Quand on est parti le dimanche, on était fatigué avant d'avoir commencé. On s'est dit, ça, c'est le premier épisode. On se mettait un petit peu beaucoup la pression parce que c'était le premier. Le lieu de tournage était loin du véhicule. Il fallait qu'on aille rechercher des trucs qu'on avait oubliés, machin. On était un petit peu dans le côté presque en panique. Ça nous était jamais vraiment arrivé sur une production, mais vu que là, ça faisait un moment qu'on bossait dessus. C'était un des plus gros budgets qu'on a mis dans cette série-là. On s'est mis la pression un peu comme des cons, et puis finalement, je crois qu'on a tout arrêté au bout de 4 heures parce que entre la fatigue et puis les conditions météo, il y avait eu un orage, il faisait hyper chaud, il y avait des moustiques partout. On a dit bon, ce qu'on a fait, on l'a fait, on le garde, etc. On a dû faire des shootings pour un raccord barbe, voilà. Et puis même, ouais, les acteurs, je sais pas, ils étaient pas dedans. Enfin, il y avait quelque chose, un petit, ouais, c'est le karma un peu dans l'air qui me disait, ouais, pas le jour, les gars, c'était pas le bon moment non. Et voilà, et c'est pas grave. Après, on a rebondi, on a refait autre chose, on a retravaillé un peu les personnages, la préparation. On a dit des tournages le dimanche, on arrête, et c'est le samedi. C'est quand même mieux de le faire avant la soirée qu'après la soirée, hein, voilà. Ça, est-ce que c'est rarement fait, sinon? Mais voilà, après, on n'a pas baissé les bras parce on s'était quand même beaucoup investi dans le truc. On a trouvé notre rythme. On a compris aussi l'organisation et la logistique que de faire une série médiévale, ça entraînait. Voilà, on s'est pris une petite claque et puis on est reparti, quoi. Mais voilà, le problème d'une série médiévale, c'est ça. C'est beaucoup de costumes, c'est des lieux paumés, c'est ah merde, j'ai oublié le micro dans la bagnole, putain, j'ai une demi-heure de marche, super. Voilà, c'est une organisation qui est beaucoup plus rigoureuse que si on fait un film en studio, à l'intérieur ou quoi au caisse, quoi. Et on s'en est vite rendu compte, mais il nous fallait ça pour qu'on puisse être efficace après. Voilà. Et donc du coup, la saison 2 ? Alors la saison 2, là, les repérages ont pratiquement été terminés. Voilà, là, je termine les repérages cette semaine. Lieu du combat final, principalement. Moins d'épisodes, c'est-à-dire qu'il y en aura pas 10 ou 11 comme dans la série initiale, il y en aura 8, mais ils seront plus longs. Voilà. Oui. Tout simplement parce qu'on a des choses à raconter et que les faire dans un format de 5-6 minutes, ça devenait compliqué pour développer et l'histoire et les personnages. Ouais. Voilà. C'était court, hein. Moi, pour avoir tout regardé, j'ai trouvé qu'à chaque fin d'épisode, il y avait une certaine frustration parce que c'était dans un format vraiment très court, en fait. On a envie que ça s'étale un peu plus dans le temps quand même. Donc du coup, vous partez sur du format combien, 10-15 minutes? Ah non, on sera sur du 8 minutes à peu près. Ouais. 8 minutes, plutôt 15 minutes, faut le faire. Hein. Oh, tout est possible. Tout est possible. Après dans la mouture de Zero Quest de la saison 1, je sais pas si ça t'a fait cette impression-là, mais on nous l'a dit. Nous, on nous a dit, c'est limite dommage qu'il y ait le générique de fin parce que en fait, on aurait voulu voir l'histoire d'un coup en entier. Et il est la saison 1 est en remontage en version film, si tu veux, avec des scènes qui ont été coupées pour justement respecter ce format 5-6 minutes. Il y a des scènes qui ont été coupées, donc il y a des scènes qui vont être allongées. Il y a des choses des plans, on va dire, d'exposition qui n'ont pas été mis, qu'on va mettre un peu plus en avant. Et comme ça permettra aux gens de leur découvrir autrement.
De toute façon, chaque saison est pensée comme un film. Hein. On n'est pas sur du sketch, on n'est pas sur du one shot ou sur un épisode. On a l'impression que c'est un court métrage. Non, là, on est vraiment sur une continuité avec un fil rouge du début à la fin, et ça sera encore plus explicite dans la saison 2. Et au niveau de l'écriture, du coup, ça se passe comment? Vous faites t'as un gros scénario, Zero Quest Burgundia saison 1, et ça se suit tout, et tu dis, bah là, après cette scène, ça se coupe. Ouais, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Tout est écrit à l'avance. On a les 11 épisodes de la première saison étaient écrits à l'avance. J'ai dû faire 2-3 petites adaptations à cause des problèmes d'organisation, inhérentes au côté bénévole. Où il y a des fois j'ai dû faire des petites adaptations, mais sinon quand nous on a commencé le tournage, on savait où on allait, on savait par où les personnages allaient, ce qui nous permet aussi d'avoir une certaine cohérence, surtout quand on tourne dans le désordre. Ce que tu disais tout à l'heure sur le jeu d'acteur, qui est plutôt régulier sur les 2 ans, c'est parce qu'on sait en fait où est-ce qu'on va sur l'histoire. Donc oui, effectivement, tout est écrit à l'avance, quoi. Hein. Autrement, tu vois, là, j'ai fait tous les repérages, je sais exactement comment vont se tenir les 8 épisodes de la saison 2, quoi. Et alors, du coup, pourquoi ne pas être parti directement sur un film? Alors, pourquoi on n'est pas parti sur un format film? On s'est dit, balancer une vidéo de 50 minutes sur Internet sans que personne connaisse rien à Zero Quest, j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui accrochent. Alors que, en sortant une vidéo par mois, de 5, 6, je crois que l'épisode le plus long doit durer 7 minutes 30 ou un truc comme ça, ça permettait d'avoir une continuité. Voilà, ça permettait de fidéliser les gens et puis de pouvoir leur dire, bah voilà, revenez à chaque fois avec un cliffhanger à chaque fin d'épisode, pratiquement, revenez l'épisode d'après, vous inquiétez pas, on est là pour avoir une certaine continuité. Le format a plutôt bien marché. Alors bon, le problème de la web série, hein, c'est qu'au début, beaucoup de vues sur le premier épisode, puis beaucoup moins au fil des épisodes. Hein, 3 sur les autres. Après, il y a une vie quand même qui se fait, c'est-à-dire que même si le premier épisode fonctionne beaucoup mieux que le dernier, toutes les vidéos font quand même des vues au fur et à mesure. On doit aller comptabiliser en tout et pour tout sur la première saison, tout média interposé, on doit être un peu plus de 10 000 en fait vues sur la série. Ce qui pour nous est déjà énorme, hein, par rapport à ce qu'on a pu faire avant. On sait, voilà, nous y voilà, les fameux sujets, on sait que ce type de plateforme comme YouTube, c'est compliqué hein, de pouvoir... On y revient toujours. Mais balancer une vidéo de 50 minutes sans que personne sache de quoi on parle avant, je trouvais que c'était pas casse-gueule, mais... Et puis bon, voilà, on s'est dit, allez, on le fait au format série, on découpe, enfin tous les épisodes sont découpés, donc on y va comme ça. Et on avait déjà dans l'idée de faire un format long, tout réuni, sans générique de fin, et avec ce qui a été coupé pour le montage, quoi. Ouais. Ok, mais c'est vrai que c'est aussi c'est aussi ce qu'on aimerait avec Sofa, c'est aussi que les créateurs aient plus besoin de dire bah on va faire que du format court parce que c'est ce qui se regarde sur YouTube ou toute la web série parce que c'est ça qu'on va trouver, et que finalement les créateurs soient aussi libres du format qu'ils choisissent et qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, en fait. Le problème en fait dans ce type de production qu'on peut être tous amenés à faire, c'est que si on a envie de raconter une histoire, il faut que ça dure longtemps. On peut pas raconter une histoire en 5 minutes, c'est pas possible. Pour moi, j'ai déjà fait des courts-métrages de 5 minutes, c'est pas des courts-métrages, c'est presque des clips, parce que ça va trop vite, il se passe trop de choses. Ou alors, il n'y a pas grand-chose. On a fait un fan-film sur la série Netflix Daredevil, ça dure 5 minutes, bon bah c'est un combat, voilà. Un combat, ça raconte pas grand-chose. Il y a des petites affinités qu'on peut faire, voilà, des petites subtilités, un petit truc à la fin et tout. Mais si on a vraiment envie de raconter une histoire, inventer un univers comme Burgundia dans Zero Quest, avoir des personnages qui évoluent, qui ont leur bon jour et leur mauvais jour, 5 minutes, ça reste compliqué. Et le problème, c'est moi, je suis le premier au courant de dire, tiens, je vais me mettre devant YouTube pendant 50 minutes pour regarder un truc. Faut qu'il y ait du niveau, quoi, pour que je me pose devant. Donc, ouais. C'est vrai que c'est un jeu d'équilibriste qui est un peu compliqué, quoi. Et c'est ce qu'on disait, ouais, c'est aussi parce que sur YouTube, on a pris l'habitude des vidéos un peu qu'on regarde sans vraiment s'y intéresser par habitude, etc.
Alors que sur Netflix, par exemple, il y a des choses. On sait qu'on va se poser devant un film pendant 30 minutes, donc psychologiquement, on est prêt et on regarde. Et Après, il manque une plateforme. Il manque une plateforme, je pense, qui réunirait toutes les personnes comme vous et moi et qui pourrait, voilà, on pourrait sortir une sorte de Netflix amateur, j'en sais rien, amateur, hein. Je dis amateur, c'est pas qu'on fait de l'amateurisme, attention, hein, mais c'est juste qu'on fait notre production par nous-mêmes, quoi, autoproduite, ce qui fait qu'évidemment, pour pouvoir après diffuser, c'est compliqué, quoi, voilà. Bah, bienvenue sur Sofa VOD. Voilà, Bienvenue. c'est ça. Mais il y a un travail de longue haleine, hein, c'est sûr. Ah oui, il y a un travail de longue haleine, on est au courant. Pour changer les habitudes des gens. on est au courant. On est au courant. Ouais, je me dis. Tu vois pas avec les cernes là sous les yeux? C'était des cernes. Ah, ok. Ouais, mais non, mais voilà, c'est vrai que ça fait 20 ans qu'on fait ça. Il y a rien eu pendant les 10 premières années parce qu'il n'y avait pas de médias de communication. Quand il y en a eu, c'était Dailymotion, nous, à l'époque. Dailymotion, quoi. Plateforme française et tout, super. Cocorico. Ça a duré 2 ans, non, le Ça a Cocorico duré, je sais pas, nous, on a commencé là-dessus, hein, nos premières web-séries. D'ailleurs, on peut encore les retrouver sur... On a tous commencé là-dessus. Ouais. Ils nous ont décalé le son, ils nous ont fait une image dégueulasse, tout, hein, impeccable. Hein. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Et le lecteur. Moi, les trucs que j'avais uploadés en 1080p, et ben aujourd'hui, si je les relance sur Dailymotion, ils sont en 360. Hein. Non, mais c'est un truc de malade. Je sais pas comment c'est possible. Ils passé à la moulinette, ils ont dit allez, c'est bon. C'est clair. Oh, 18 vues. Ouais, c'est bon. Il y avait pire, il y avait Watt TV. Ah oui. Ah là là, Watt TV, on a été pas dessus. TF1, je crois. Si, c'était TF1 qui gérait pendant un temps. Mais ils ont fini par fermer ça. La première fois, je me suis dit, mais c'est génial! Ils avaient un truc dans l'administration où tu pouvais aller pomper les vidéos que tu avais mis sur ta chaîne YouTube, sur ton compte Dailymotion, pour qu'ils les récupèrent et qu'ils aillent les upload directement sur leur plateforme. C'était ça, ouais, mais oui, c'était ça en plus. La première fois, je me suis dit, mais c'est génial, je vais remplir la chaîne rapidement. Ça va aller vite. Ça va aller vite. J'ai appuyé sur le bouton, ça a été vite, effectivement, sauf que les vidéos, elles étaient dans un état. Ouais, c'est ça. Tout dégueulasse. Watt TV, on a été dessus aussi. Ah ben, je crois qu'on a fait tous les trucs, toutes les plateformes, on a dû. Ouais, mais Watt TV. Moi, j'ai fait l'impasse sur Watt TV. Oh, dommage. Dommage, j'ai raté quelque chose, c'est ça. Oh la vache. Watt TV, ils ont eu le coup de boost, ils ont diffusé Noob un temps. Ouais, je me souviens. Donc du coup, ça leur a mis un coup de projecteur, mais c'est vite parti. C'était un coup de projecteur, ça fait pouf, terminé. Non, après, il y a Vimeo aussi, mais bon, c'est pareil. Qui va regarder des vidéos sur Vimeo? Vimeo, en plus, j'ai l'impression que c'est un peu... c'est très clairement professionnel, orienté pour ceux qui ont voilà, ça, c'est la vitrine Vimeo. C'est ça, hein, il y a un zéro quest, non, ça, on s'en fout, ça, on va pas le mettre en avant. Non, après, voilà, c'est vraiment... Donc voilà, Sofa, bien. Hein, voilà. Il va y avoir du boulot, les gars, quoi. Il faudra qu'on en reparle sérieusement. Quelque chose à ajouter avant qu'on ouvre le dossier? Moi, ça... Non, c'est bon. J'ai plus de questions dans mon bloc-notes, donc... Alors, dans ce cas, on va regarder le dossier. Alors, il s'agit... Évidemment, j'ai perdu le nom. Alors, attends, je vais tricher. Laissez-moi juste une seconde. Tac. Ceux qui nous rejoignent, on va maintenant regarder le premier la dernière film. Production, voilà. La dernière production des Movies. La bande-annonce, la chasse aux vampires. Ah, voilà. Avec millésime 1998. C'est ça. Allez, c'est parti. Et on peut commenter en direct, hein, si tu as envie de réagir, prive-toi pas. Non, on n'est pas obligé. Et même, vous pouvez, si vous avez envie dans le chat, mettre des applaudissements dès que si vous trouvez que c'est bien. Allez-y, c'est le moment d'applaudir. Hot air hangs like a dead man 98, attention les gars. from a white oak tree.
On parlait des droits musicaux tout à l'heure. Ça, sur ce point, c'est mort. It's a dark night. Musique est bien. Musique est bien. Rétro dégueu. Rétro dégueu. Ouais, c'est attention, c'est mauvais, hein. Mais en fait, comment le padré leur fait plus de mal que les vampires eux-mêmes, en fait. Hein. Voilà, donc toutes nos excuses. Hein. Voilà, désolé. Putain, ça a l'air magnifique. J'aimerais trop y voir en vrai. En vrai, j'aimerais trop y voir en entier. Hein. Non, mais je déconne pas. Ça a l'air trop bien. Alors, déjà, on est d'accord que les vampires en plein jour. Voilà, on avait trouvé donc on pouvait pas tourner de nuit. Twilight l'a fait, donc bon. Voilà, donc les mecs avaient de l'écran total, donc c'est pour ça qu'ils pouvaient être en plein jour. Le script, c'était ça. Le dernier plan que vous voyez dans la bande-annonce, c'est le premier plan des Movies Men. C'est-à-dire que le plan du soleil avec les 3 vampires qui naissent dans un champ, on est d'accord que c'est un champ. Hein. Tout le monde le sait que les vampires naissent dans les champs. C'était le premier plan, le tout premier plan qu'on a fait. Et on l'a refait 2 fois, parce que pour l'anecdote, la première fois, on n'avait pas mis de cassette dans le caméscope. Voilà. Ah bah, donc on est arrivé, on a dit, il y a un truc qui va pas, on n'a pas filmé, c'est rien. Voilà. Mais bon, non, c'était des bons souvenirs, mais déjà c'était le premier, c'était tourné sur 2 jours. C'est de là que j'ai eu mon surnom. Alors voilà, dans l'équipe, les potes m'appellent Padré parce que c'était mon premier rôle. Donc c'est moi qui fais le Padré avec les cheveux bizarres, je sais pas, blond rasé, on sait pas trop ce que, je sais pas ce qui s'est passé à cette époque-là. Et mais on l'a fait, sans déconner. Alors ça rigolait et tout, mais on l'a fait hyper sérieusement. Hein. On était là pour faire un film, quoi. Hein. Et on était super fiers du résultat. Parce qu'à la fin, quand ça a été monté, on a fait « Ouah, non mais là, les gars, on tient un truc, c'est bon, quoi. On est des fous, quoi. » Voilà. Mais faut pas le voir. Pour de vrai, non, faut pas le voir. Et il est sur YouTube maintenant. Non, jamais. Jamais Ah non, jamais. Celui-là, il restera... Je crois qu'il va falloir qu'on organise des sessions à le récupérer, hein, parce que c'était un CD vidéo. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez des CD vidéo. Oui. On l'avait numérisé à l'époque, la VHS, un CD vidéo. Et j'ai du mal à le récupérer, le format DAT. Putain. Ah. Mais ouais, faut qu'on organise, je pense qu'une émission rétro dégueu. Rétro dégueu. Ouais, rétro dégueu. On s'organise ça avec les gens qu'on a déjà invités pour récupérer les dossiers. Je vous enverrai les CD, voilà, il y a quoi faire. On regarde des films rétro dégueu. Ah putain, c'est génial, ça sonne tellement bien. Ouais, c'est vrai que ça sonne bien. On fait pas sur Twitch, on fait un truc sur YouTube, je sais pas, mais faut faire un truc. C'est trop dégueu. Chacun sort les vieilles VHS du grenier, c'est parti quoi. Ouais. Dites-nous dans le chat si ça vous intéresserait une émission comme ça. Pas de remake de prévu? Non. Bah, on a quand même fait une suite, je crois, 5 ans après, qui s'appelait la chasse aux vampires, finale version, avec le petit sous-titre qui va bien. Qui était, alors je sais pas pourquoi, on avait fait un truc super dramatique avec des histoires de suicide, de machin. Ça durait 1h10, je crois, mais on tournait en plein hiver. Ah ouais, non, mais des marteaux, hein, mais non, c'était pas bien. C'était pas bien non plus, et voilà. Après, dans les quelques titres des Movies Men, dans les grands titres, il y a donc La chasse aux vampires, Les temps chaotiques, une sorte de Mad Max du pauvre, hein, aussi. Ils vont nous remplir la séance du rétro dégueu juste avec ces films. Il y avait Fakes and Heroes, ou alors c'était des personnages de films hyper célèbres qui se réincarnaient sur des gens normaux. Mais il y avait de l'idée, hein, l'air de rien. Et c'était les films de l'époque, quoi. Ouais, 20 minutes, 25 minutes à chaque fois, et ça passait principalement le temps à se foutre sur la gueule pendant 25 minutes. Principalement, le scénario, c'était ça. Tourner dans des lieux désaffectés, utiliser du faux sang à base de gouache. Enfin bon, voilà, c'était la grande époque. Tu nous vends du rêve. Hein, t'as vu un peu, t'as envie. Hein. Ah putain, j'ai tellement envie de les voir.
Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à avoir envie parce Eh oui. qu'on a Loon Elf, The Headful Ben, et on a même Ned Flanders, Ned Flanders, Flandeuse. au début, qui s'est réveillé et qui nous a dit, et qui nous a lâché un oui pour Pour le rétro dégueu. le rétro. Je crois que cette émission est totalement approuvée par le public. Bon, il va falloir l'alimenter maintenant, les gars. Ok. Il y a Equinox qui dit qu'en vrai, il a vraiment envie de produire une prod de vampire, mais dur de pas faire kitsch de nos jours. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le problème. C'est le Le problème. remake. Ah, mais Nico l'a vu, La Chasse aux vampires. Hein. Il a vu les Temps chaotiques, qui était le deuxième film qui a été tourné dans les 3-4 mois, où il a dit ah ouais putain les gars vous partiez de loin quand même. Mais on partait très très loin. Mais c'est ça qui est beau, dans cette émission, c'est qu'on voit d'où on part pour voir là où on arrive. Et quand on voit ce que vous arrivez à faire avec Zero Quest et de là où vous avez commencé, on voit que vous avez eu une progression de fou, quoi. Donc bravo, beau travail, belle équipe. Non, puis après, en fait, c'est que dès le départ, justement, on a eu assez rapidement, enfin, pas sur la qualité, pas sur la réalisation, c'est sûr, mais on a été assez rapidement confronté à l'organisation. À l'époque, on était étudiants, on était chacun à l'autre bout de la France, il fallait se réunir les week-ends, on n'avait pas encore de chez nous, on se réunissait chez les parents, chez l'un, chez l'autre. Et déjà à cette époque-là, en fait, ça nous a au moins appris à avoir le sens de l'organisation pour les tournages. Voilà, après, au-delà de ça, évidemment, il y avait du boulot. Bon, on l'a fait. Mais ce qui est bien dans cette émission, Maxime, tu disais, parce que c'est ça qui est bien dans cette émission, ce qui est bien dans cette émission, c'est que nous, on anime et qu'on n'aura pas besoin de montrer nos dossiers. Ah ouais, et pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Moi, je dis qu'on devrait même commencer par vous, ça devrait être vous qui devez Parce qu'en fait, pour la petite histoire, on avait prévu de faire les premières émissions en fait en test après Kevin, de faire nous-mêmes, quoi. Donc en fait, de passer Guillaume et moi. Finalement, ça s'est pas fait. On a enchaîné direct avec un invité, puis on s'est lancé, tu vois, comme ça. Il y a que Kevin qui est passé à la. Ouais. Et bah, après, honnêtement, on les regarde au moins une fois par an. Hein. Les vieilles prods, on se les remate quand même une fois par an. Parce que oui. C'est pareil de notre côté. Il y a le côté nostalgique du truc, il y a le côté de se voir jeune aussi, et de se dire, tiens, qu'est-ce que j'étais mince quand même à l'époque et tout. Et puis, bon, il y a le côté Madeleine de Proust qui fait que, ouais, on se remémore des très très bons souvenirs de personnes avec qui on était même à l'époque et avec qui on n'est plus maintenant. Et où on se marrait quand même bien. Et puis les making-of qui duraient 4 fois la durée du film, hein, ça c'était toujours comme ça. Mais voilà. On a Kevin, je rigole parce qu'on a Kevin qui vient d'arriver du coup, notre équipe, ou alors qui était là depuis le début, je sais pas, mais qui se cachait. Il avance masqué. On peut pas faire une émission où Maxime sans... Attends, on peut pas faire une émission... Il a mis mal cliqué sur son sur clavier. Maxime et sur Guillaume, je m'occuperai de l'interview. Ah, ça va être intéressant. En gros, il veut animer une émission. Ça va couper. Kevin va se faire bannir. On le connaît plus. On le connaît plein de projets d'émissions. Maintenant, on a Rétro Dégueu aussi à faire. On a les débats, on a plein de trucs, on verra. Ouais, en fait, la vérité, c'est qu'on veut remplir notre chaîne Twitch pour débloquer des niveaux supérieurs dans les partenariats trouver Twitch. des thématiques. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. C'est que là, on a 2 thématiques qui sont rodées et qui fonctionnent bien. Et c'est vrai que entre les débats qu'on veut mettre en place, bon, maintenant Rétro Dégueu, on a aussi d'autres projets qui sont dans les cartons. Je pense que en plus de ces 2 émissions-là qui existent, on en a au moins 4 autres qui peuvent être, on va dire, très sérieuses à mettre en place, quoi. Après, le mais ce sera un petit peu l'émission bis de Sofa, tu sais, l'émission deuxième partie de soirée, c'est un petit peu attention, un peu les contes de la crypte, mais la version Sofa, tu vois. Les contes de la crypte. Les émissions durent déjà à peu près 3 heures. Ouais, voilà, regarde, déjà on est dans le haut du panier, ça fait déjà 2 heures, et il va peut-être falloir qu'on passe à Sofa vous aide là.